Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Je vais donc vous parler de la sécurité SaaS proactive de la menace à la défense. Ce qu'on va voir au programme, tout d'abord, on va parler de la sécurité des données dans le cloud de manière générale. Puis on verra ensuite une menace qui associe une vulnérabilité et une mauvaise pratique dans Salesforce. Ensuite, on verra comment avec Varonis, vous pouvez faire de la détection et de la réponse proactive face à ce type de menace. Et enfin, on parlera de la protection des données à l'ère de l'IA. Tout d'abord, un petit rappel par rapport à ce qui change entre le modèle d'infra on-prem et les solutions dans le cloud. En on-prem, vous étiez responsable de l'intégralité de votre infrastructure, du matériel jusqu'aux données et aux accès. Avec le SaaS, cette responsabilité, elle est modifiée. Vous n'avez pas toute l'infra sous votre responsabilité, seulement une partie. Nous, on va se concentrer sur la partie SaaS, donc la dernière à l'écran. Donc, au niveau responsabilité, c'est data et access, donc les données et les accès. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? C'est ce qu'on va voir. Quand vous penchez sur une solution SaaS, généralement, vous êtes amené à vous poser pas mal de questions, notamment de savoir finalement qui gère vos données, comment on sécurise nos données dans des solutions cloud, et qu'est-ce que signifie finalement la sécurité des données dans le cloud. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que la plupart des attaques qu'on peut observer dans l'actualité, c'est souvent des fuites de données qui ne sont pas tant liées à des défauts, à des vulnérabilités, mais plus à des défauts de configuration ou des fuites de logging mot de passe qui donnent accès finalement à vos données. Et dans le cas d'une fuite de données, ce qui se passe, vous avez souvent des clients et tout ce qui va être autorité qui vont venir vous poser un certain nombre de questions, à savoir quelles sont les données qui ont fuité, savoir est-ce qu'il y a de la donnée liée à de la réglementation. Et c'est souvent là que les réponses sont compliquées à donner quant à savoir qui doit pouvoir fournir cette information. Au niveau du SaaS, ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'il y a énormément de choses à prendre en considération, comme le montre cette slide qui est un petit peu compliquée. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que finalement, vous avez des éléments qui sont sous votre contrôle, notamment les données que vous allez stocker, comment vous allez y donner accès à travers des politiques d'accès, à travers les permissions, et tout ça dans le respect de la sécurité et de la conformité. Mais il y a aussi des éléments qui sont totalement hors de votre contrôle, notamment tout ce qui va être sous la responsabilité du fournisseur de services, à savoir la configuration qu'il met en place pour vous donner accès à ce service dans le SaaS notamment. Il y a tout ce qui est vulnérabilité type 0D, ça vous ne pouvez pas le maîtriser, et tout ce qui va être activité des acteurs malveillants. Maintenant qu'on sait que vous êtes responsable des données que vous allez mettre à l'intérieur des services SaaS, il faut se poser un certain nombre de questions par rapport à ça. Parmi ces questions, il va y avoir de savoir finalement, parmi tous les services dans le cloud que vous utilisez, où sont finalement vos données? Quelles sont ces données? Quel type de données j'ai? Qui peut y accéder? Est-ce que c'est normal que je donne accès à des personnes extérieures ou pas? Savoir finalement ce que ces personnes ont comme accès et surtout ce qu'ils peuvent faire avec vos données. Enfin, de savoir à quoi consiste de la sécurisation de mes données. Pour répondre à ces questions, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. La première, ça va être la visibilité. Être capable finalement de savoir où est votre donnée, de pouvoir identifier avec exactitude dans tous les services que vous avez où se trouve finalement cette donnée. Connaître le modèle de permission, de savoir exactement pour chaque utilisateur qui peut accéder à la donnée et comment. Enfin, la surveillance va vous permettre de pouvoir visualiser en temps réel ce qui se passe sur vos données, savoir qui y accède, comment, est-ce que c'est des accès normaux, avoir vraiment de la visibilité sur les accès. Les identités associées, c'est que souvent vous avez différents services dans le SaaS et pour un même utilisateur, il utilise différents comptes. Donc savoir finalement pour une personne les différents comptes associés et qu'est-ce qu'il fait avec ses comptes. La classification va pouvoir vous permettre de répondre à savoir quel type de données je stocke. Est-ce que j'ai de la donnée liée à de la GDPR, donc à des choses réglementées, tout ce qui va être données financières, tout ce qui est données personnelles d'ordre général, bref, d'avoir vraiment de la visibilité sur ce qui est critique et ce qu'il faut protéger finalement au niveau de vos données.
L'analyse comportementale, c'est ce qui va vous permettre de savoir détecter, de pouvoir détecter, d'être en capacité de détecter quand une personne change de comportement, et notamment un utilisateur qui se mettrait tout d'un coup à accéder à un grand nombre de données sensibles, ou quelqu'un qui se connecterait depuis des localisations où il n'a pas l'habitude d'accéder. Tous ces éléments, c'est ce qui va vous permettre finalement de répondre à toutes les questions précédentes et donc d'avoir vraiment une vue exhaustive sur vos données et le risque associé. C'est ce qui finalement, tous les éléments qu'on vient de voir, c'est ce qui finalement permet de répondre aux différentes questions qu'on peut se poser quand on souscrit à des services dans le cloud. Donc au niveau de la gestion des données, finalement, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous mettez, de comment vous y donnez accès de A à Z. Au niveau de la sécurisation des données, comment on sécurise finalement ces données? En appliquant le principe de moindre privilège, donc de ne donner accès qu'aux personnes qui en ont vraiment besoin. Mettre en place une architecture zéro trust, donc ne faire confiance par défaut à personne, et par de la surveillance pour pouvoir détecter toute anomalie ou accès qui ne serait pas normal. Et finalement, qu'est-ce que la sécurité des données dans le cloud? C'est une responsabilité partagée, puisqu'il y a des éléments sous votre contrôle, à savoir les données que vous mettez dans ces services-là et les accès que vous y donnez, mais il y a aussi une partie qui n'est pas de votre contrôle, comme tout ce qui va être du ressort du fournisseur de services. Maintenant qu'on a un petit peu vu ce qui était globalement la sécurité des données dans le SaaS, on va s'intéresser à une menace. Et cette menace est intéressante parce qu'elle associe à la fois une chose qui est hors de votre contrôle, une vulnérabilité, associée à quelque chose qui est sous votre contrôle, une mauvaise pratique, à savoir le partage d'informations via des liens publics. Cette vulnérabilité, elle se situe dans Salesforce, et c'est une vulnérabilité associée à un composant de Salesforce pour l'accès aux liens publics. Associé à de la surexposition de données via un lien public, ça permet d'exfiltrer finalement de la donnée sensible qui n'était au préalable pas directement exposée via ce lien. Et c'est ce que nous allons voir. Cette vulnérabilité, elle a été découverte par une équipe interne de Varonis qui fait de la recherche justement de vulnérabilité sur des outils SaaS comme Salesforce. Pour voir ce cas, on va déjà rappeler ce que c'est que Salesforce. Salesforce, c'est un CRM, donc un Customer Relationship Management, donc un outil de la gestion de la relation client. Et comme tout CRM, on va retrouver un certain nombre d'informations d'enregistrement. On va avoir tout ce qui est compte, les contrats associés, les utilisateurs associés à ces comptes, et on va retrouver aussi tout ce qui est fichier. Tous ces éléments, dans Salesforce, ils ont des liens entre eux. Donc un compte va être associé à des contrats, va être associé à des fichiers, peut être associé à des contacts. Et en fait, c'est ces liens et les fichiers qui vont être à la source, finalement, d'un accès lié à la vulnérabilité Salesforce qui a été découverte. Qu'est-ce qu'un fichier dans Salesforce? Un fichier dans Salesforce, c'est ce qu'on appelle un content document. Un content document, ça contient les versions du fichier et son contenu. Comme je le disais, tous les éléments dans Salesforce sont des liens. Un fichier, de la même façon, va avoir des liens avec, par exemple, de savoir qui est le propriétaire, quel est le dossier parent, de savoir, par exemple, si le fichier il est lié à un compte directement, à des contacts. Enfin, il peut y avoir tout un tas de liens qu'on va retrouver directement dans une table spécifique qui est le Content Document Link, dans lequel on répertorie finalement tous les liens associés à ce document. Et la spécificité, c'est que ces fichiers dans Salesforce, on peut les partager notamment via des liens publics. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand vous créez un lien public? Ça crée une URL. Et cette URL, en fait, elle va directement donner accès à une petite application Salesforce pour pouvoir lire, pour pouvoir prévisualiser le document. Cette petite application, elle utilise une API. Et cette API, en fait, elle fait directement des requêtes vers la destination du serveur Salesforce pour pouvoir mener des actions et notamment lire un fichier spécifique qu'on appelle le Content Distribution, qui est un fichier de configuration dans lequel vous allez retrouver les spécificités du lien. Si par exemple vous partagez un fichier et que vous le protégez par un mot de passe, quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous afficher une fenêtre pour vous demander de saisir le mot de passe. Et c'est dans cette API justement qu'il y a une vulnérabilité qui a été découverte. La vulnérabilité, elle est de type Blind Subquery SOQL Injection. Définissons un petit peu ce qu'est déjà le SOQL. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est du SQL, mais propre à Salesforce. Salesforce a son propre langage pour faire des requêtes dans sa base de données, qui est basé donc sur le SOQL pour Salesforce Object Query Language.
Ce langage de requête spécifique fonctionne un petit peu comme le SQL, mais il y a des différences. Notamment, une des différences, c'est que quand vous voulez aller rechercher de l'information dans deux tables de Salesforce, vous n'allez pas utiliser une clause de type join, mais une sous-requête. Et c'est cette sous-requête, finalement, qui était vulnérable à de l'injection et qui a permis, justement, de montrer une vulnérabilité et de pouvoir l'exploiter. À l'écran, vous voyez donc à quoi ressemble une requête SOQL où on va justement intégrer une sous-requête. Donc la partie qui est entre parenthèses, c'est la sous-requête. Cette sous-requête, par exemple, ce qu'on essaye de récupérer comme information, c'est le nom de l'utilisateur directement lié au fichier qui a été partagé. On retrouve l'équivalent, on va dire, la traduction en SQL pour ceux qui pourraient connaître un peu plus la partie SQL. Cette sous-requête, ce que l'équipe Varonis a découvert, c'est que quand on intègre une sous-requête dans une demande, finalement, l'API n'est pas en capacité d'interpréter le résultat. Donc il n'y a pas d'information dans le résultat. En revanche, il se passe quelque chose côté serveur. Si par exemple la sous-requête ne contient pas d'information, enfin n'est pas liée à une information qui existe côté base de données Salesforce, on n'obtient pas d'erreur. On a juste en retour une liste vide et en fait il ne se passe rien. En revanche, si la donnée existe côté Salesforce, on n'aura pas l'information, on n'aura pas le nom, mais on aura juste un message interne du serveur d'erreur. Ce qui fait que finalement on peut savoir si déjà cette valeur existe. Donc ce qu'a fait l'équipe Varonis finalement, c'est d'essayer de modifier cette sous-requête pour essayer d'exploiter cette information de vrai-faux finalement dans la réponse de la sous-requête. Voilà une sous-requête modifiée. Donc là, l'idée, c'est de chercher toujours le nom de l'utilisateur associé au fichier. Sauf qu'au lieu d'aller chercher un utilisateur, on va dire que c'est que le link entity, donc l'utilisateur est de type user, on va essayer de chercher son nom en utilisant un opérateur logique like. Donc la requête qu'on voit à l'écran dit simplement est-ce que l'utilisateur lié au fichier, son nom commence par la lettre A. Si on n'a pas de message d'erreur, c'est que c'est faux. Si en revanche on obtient un message d'erreur interne, ça veut dire que c'est bien la première lettre. Donc forcément, par extension, si vous faites des requêtes spécifiques itératives, vous allez pouvoir récupérer du coup la première lettre et en faisant de même pour la seconde, troisième, etc., vous allez pouvoir tirer le nom de l'utilisateur. Ce qu'a fait ensuite l'équipe Varonis, c'est de faire la même chose en utilisant des champs différents dans Salesforce pour tester ce qu'on pouvait récupérer. Et c'est comme ça qu'ils se sont aperçus que finalement, on pouvait avoir accès à de l'information sensible, notamment un numéro de téléphone, une adresse mail, une adresse postale. Parce qu'en changeant de champ et en utilisant cette logique de faire avec de l'itération et de l'opérateur logic like, on pouvait récupérer ces informations qui n'étaient pas directement exposées via le fichier en lui-même, mais plus parce que ce fichier était lié à d'autres enregistrements dans Salesforce. C'est ce qui explique le côté blind de l'injection de la vulnérabilité, c'est parce qu'on cherche à l'aveugle une information. On ne sait pas exactement l'information qu'on recherche, on recherche un nom, mais on va être obligé de passer par un nombre d'itérations relativement rapide, puisqu'on teste juste les lettres de l'alphabet, mais néanmoins, ça permet de récupérer très rapidement de l'information. À savoir que cette vulnérabilité a été découverte l'année dernière par l'équipe Varonis et signalée à Salesforce, qui depuis a corrigé cette vulnérabilité spécifique qui n'est aujourd'hui plus exploitable. Néanmoins, ce qu'il faut retenir sur l'utilisation justement abusive des liens publics dans Salesforce, c'est que même si là la vulnérabilité a été corrigée, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres potentiels. Donc le principe pour limiter les risques sur l'exposition de données sensibles à Salesforce via des liens publics, donc, principe d'appliquer le moindre privilège, donc limiter les accès aux personnes qui en ont besoin. Limiter la création, si possible, de liens publics, à savoir que les liens publics, par défaut, quand vous y accédez, vous n'avez pas l'identité puisque c'est des accès anonymes. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de traçabilité sur qui accède réellement à ces liens. Quand vous n'avez pas le choix d'utiliser des liens publics pour certains besoins spécifiques, essayez de mettre en place des accès temporaires, de limiter finalement la durée de vie de votre lien public. Faire une revue périodique de ces liens et de ces accès publics, justement pour voir un petit peu qui accède à votre donnée. Ne pas partager d'infos inutiles. Donc là, c'est à hauteur des services SaaS. Concrètement, souvent, on stocke de la donnée dans un certain service qu'on n'a pas forcément besoin. Exemple, dans le cas de l'exploitation de cette vulnérabilité, il y a des numéros de téléphone
d'utilisateurs qui ont été récupérés, ce n'est pas forcément un besoin, une information qu'on a besoin de stocker. Donc d'essayer de contrôler ce qu'on met dans ces services que vous exploitez et de stocker uniquement de l'information qui peut avoir de la pertinence par rapport à l'outil que vous utilisez. Surveiller après tout ce qui est accès anormaux. Ça veut dire de surveiller vraiment l'activité, les accès qui sont faits sur vos données, de façon à pouvoir justement détecter quand il y a une anomalie et pouvoir réagir et couper les accès rapidement pour éviter toute fuite de données. Maintenant qu'on a vu cette partie, donc vulnérabilité et mauvaises pratiques dans Salesforce, je vais vous montrer comment finalement Varonis peut vous aider dans la détection et de la réponse proactive à ce type de risque de surexposition de la donnée via notamment les liens publics. Il faut savoir que chez Varonis, on a une méthodologie de travail, un concept qui est que on fonctionne selon un modèle qui est de type Find, Fix, Alert, c'est-à-dire qu'on va découvrir votre donnée, savoir où elle est, trouver la surexposition, de voir les risques associés. Derrière le fixe, c'est pour corriger cette partie-là. Et l'alerte, c'est pour être capable finalement de vous montrer des anomalies ou des choses qui seraient à risque et potentiellement des exfiltrations de données. Donc si on se concentre sur le find, on va vous aider à découvrir toutes les données, où qu'elles soient, au niveau de Salesforce, de pouvoir savoir dans un champ, dans un enregistrement, dans tout ce qui va être document, de pouvoir dire où est-ce que vous avez de la donnée finalement dans Salesforce et surtout la classifier de façon automatique et continue. Donc de pouvoir rapidement identifier où se trouve votre donnée sensible selon les critères financiers, GDPR, ce genre d'informations, de pouvoir rapidement les identifier pour vous, de savoir rapidement où elles se trouvent. Concrètement, une fois que cette classification est faite, elle va être associée avec des risques, notamment sur l'exposition de la donnée. Vous allez pouvoir rapidement identifier où vous avez de la donnée sensible et surtout avec qui, quel type de profil elle est partagée. Est-ce qu'elle est partagée en interne, en externe ou via notamment des liens publics. Une fois qu'on a découvert où était la donnée et où était surtout la donnée sensible et comment elle est exposée, il est important de comprendre aussi les permissions de vos utilisateurs. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui administrent Salesforce ou qui utilisent Salesforce, mais au niveau des permissions, c'est très compliqué parce que vous avez des rôles, des profils, des permissions sets qui peuvent donner un certain nombre de droits sur les différents éléments de Salesforce et de pouvoir, pour chaque utilisateur, identifier spécifiquement ce qu'il peut faire sur chaque objet dans Salesforce, c'est très compliqué. Côté Varonis, on va vous concaténer toutes les informations et pour, par exemple, un utilisateur, vous donner l'exhaustivité de ses permissions. Le modèle qu'on a, c'est un modèle, c'est une forme uniforme pour quelle que soit la ressource. Là, j'ai pris Salesforce, mais c'est valable dans d'autres solutions SaaS. C'est un modèle qu'on appelle CRUDS, qui va vous permettre d'identifier ce que peut faire l'utilisateur. Le CRUDS, c'est le C pour créer, donc créer de la donnée. Le R pour read, donc pour lire de la donnée, le U pour update, donc pour pouvoir modifier de la donnée, le D pour delete, donc pour pouvoir supprimer de la donnée, et le S pour share, donc la capacité finalement de partager cette donnée potentiellement avec n'importe qui. Vous allez pouvoir voir ces permissions côté utilisateur directement, donc sélectionner un utilisateur Salesforce et voir l'exhaustivité de ses permissions, mais vous allez pouvoir aussi voir ces permissions côté données, c'est-à-dire prendre un champ et regarder concrètement qui peut faire quoi avec. Donc c'est une vue bidirectionnelle. Une fois finalement qu'on a identifié à la fois les données, leur exposition et les permissions, vous allez être en capacité d'avoir des risques identifiés. Et c'est là que notre deuxième étape, le fixe, se produit. L'objectif pour nous, c'est de vous apporter une réponse facile et rapide pour corriger cette surexposition, pour corriger ces risques. On a des politiques de remédiation qui permettent finalement de supprimer automatiquement des liens et des permissions dans Salesforce. Si je reprends le cas de nos permissions de nos liens publics, vous allez pouvoir rapidement identifier où sont les liens publics, les sélectionner soit un à un pour supprimer ceux qui ne sont pas normaux, soit vous allez pouvoir vous dire je ne veux pas de liens publics et mettre en place une remédiation automatique qui va supprimer tous ces liens publics continuellement dans Salesforce. Ces politiques sont personnalisables. Si par exemple, vous savez que vous avez besoin de certains liens publics pour certaines typologies de données, vous allez pouvoir les laisser et spécifiquement créer une politique de remédiation, par exemple, pour tout ce qui serait données financières. Vous ne voulez jamais l'exposer de façon avec des liens publics. Vous allez pouvoir créer votre politique en conséquence.
Une fois que vous avez corrigé les liens publics, c'est très bien, mais on peut le faire aussi à hauteur des permissions. L'idée là, ça va être de pouvoir identifier chacun des profils qui ont, par exemple, dans le cas présent, le droit de créer des liens publics. Ces profils, donc vous allez avoir le nom des profils associés à la permission de créer des liens publics, mais aussi vous allez pouvoir facilement identifier quels utilisateurs ont ce droit, cette permission via le profil. Ça veut dire que vous allez pouvoir voir pour chaque profil quels sont les utilisateurs assignés à ce profil. Si par exemple vous avez des profils qui ont ces permissions et qui ne devraient pas, vous allez pouvoir de la même façon avec des politiques de remédiation sélectionner les profils pour supprimer finalement la permission associée à ce profil. Vous allez sélectionner les profils en question, choisir supprimer la permission, lancer l'action et ça supprimera du coup pour le profil, donc par extension à tous les utilisateurs qui ont ce profil. Une fois qu'on a fait donc, le find, le fix, on arrive dans la partie alerte. L'objectif, c'est qu'une fois que vous avez corrigé toute cette surexposition et ces permissions, l'idée, ça va être de pouvoir finalement être capable de savoir quand quelqu'un, par exemple, va partager de la donnée financière via un lien public. Si quelqu'un se met à partager à grande échelle de la donnée sensible vers des personnes extérieures ou via des liens publics. L'idée, ça va vraiment être de pouvoir derrière, une fois que vous avez tout corrigé, de pouvoir surveiller ce qui se passe et de pouvoir être en alerte continue et de pouvoir également, depuis les alertes, lancer des actions de remédiation automatique. Par exemple, dans l'exemple de la capture d'écran que vous avez à l'écran, une personne partage de la donnée sensible via un lien public. Vous allez pouvoir directement, depuis l'alerte, lancer l'action de remédiation pour supprimer ce lien public de façon à corriger finalement ce nouveau risque rapidement. Et ça marche donc pour des choses comme juste un partage, mais aussi sur la partie comportementale, d'avoir une analyse sur ce que font vos utilisateurs et quand leur comportement change par rapport à leurs habitudes. Maintenant qu'on a vu donc, cette partie vraiment propre à Salesforce et à la surexposition via des liens publics, on va parler de la protection des données à l'ère du l'IA. Aujourd'hui, l'IA est très présente dans l'actualité, beaucoup de personnes l'utilisent, mais il faut savoir que par défaut, l'IA, il y a une vulnérabilité à prendre en considération. C'est que par défaut, elle va exploiter la surexposition de vos données. Là, je vais prendre l'exemple avec Copilot, mais c'est vrai pour n'importe quelle IA. Je parlais de Salesforce tout à l'heure. C'est Agentforce pour Salesforce va se baser sur le même principe. C'est que ça va utiliser les permissions existantes de vos utilisateurs pour pouvoir fournir de la réponse, fournir une réponse aux questions ou mettre en place des workflows, en l'occurrence dans Salesforce, par exemple, de mettre des workflows en place via les droits de l'utilisateur. Si je prends l'exemple de Copilot, par défaut, il va indexer et référencer l'intégralité des données de tous vos utilisateurs. Et en fonction des permissions d'un utilisateur, il va se servir de ça pour pouvoir fournir sa réponse. Ce qui se passe, c'est que souvent, vous avez des permissions ouvertes à toute l'organisation sur beaucoup de documents, et notamment des documents sensibles, sans même que vos utilisateurs soient au courant. Et ce qui se passe, c'est quand ils font une requête à Copilot, il va se servir. Si, mettons, comme dans l'exemple, on demande la liste de toutes les clés API, les jetons d'authentification, tout ce qui va être logging, mot de passe, ça va aller récupérer toutes les informations, même dans les fichiers auxquels vos utilisateurs ne savent pas qu'ils ont accès. Ça facilite du coup grandement les attaques, on va dire les attaques externes, mais même internes, pour récupérer de l'information sensible en exploitant finalement cette surexposition. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que l'exploitation du rayon d'exposition sur donc, les IA, il faut prendre le même principe, c'est-à-dire d'appliquer le principe de moindre privilège, donc limiter les accès. Si possible aussi cloisonner les données, c'est-à-dire d'utiliser des environnements un peu séparés, segmentés, entre ce que vous partagez à des personnes externes à la société et des personnes internes. Typiquement, si vous avez des données purement internes qui ne doivent pas sortir, les stocker dans un environnement où vous êtes sûr que vous ne pourrez pas créer ce type de lien. Être capable, quand vous utilisez l'IA, de détecter aussi des prompts qui seraient malveillants ou en tout cas pas appropriés pour notamment détecter des gens qui s'en serviraient pour récupérer de la donnée sensible. Vous pouvez utiliser le contrôle d'accès basé sur les attributs, notamment avec Copilot. Si vous le couplez à PureView, par exemple, vous pouvez mettre en place des labels
dans lesquels vous allez interdire l'indexation et le référencement à copilote de ces labels et donc par extension des fichiers sur lesquels ces labels sont appliqués. Ce qui vous permet notamment, quand vous avez de la donnée vraiment critique, de limiter le risque d'avoir, même si vous avez un droit trop permissif sur ces données, qu'elles soient potentiellement remontées dans les prompts de copilote. Côté Varonis, ce que nous, on va être capable de vous apporter, c'est de surveiller finalement l'activité avec copilote. Vous pouvez, avec Varonis, on audite l'intégralité des interactions de vos utilisateurs avec copilote, notamment de pouvoir savoir finalement dans les interactions, savoir quel type de fichiers sont utilisés dans les réponses de copilote, de pouvoir du coup savoir si c'est des fichiers avec de la donnée sensible ou pas, d'avoir cette notion-là de savoir finalement est-ce qu'un utilisateur, quand il utilise copilote, il référence de la donnée sensible ou pas. Vous allez pouvoir auditer l'intégralité aussi des conversations, ce qui vous permettra de savoir un petit peu les échanges qu'il y a et notamment de pouvoir avoir des alertes en conséquence, d'avoir vraiment une vue exhaustive de toute l'activité qui est générée avec copilote. Au niveau des alertes, on va avoir des alertes qui vont permettre de détecter des comportements suspects. Avec l'audit qu'on fait au niveau des conversations, on va pouvoir vérifier si effectivement il y a des prompts qui sont mal intentionnés ou en tout cas dangereux, s'il y a de la volonté derrière de récupérer de l'information sensible ou critique et de pouvoir détecter ça aussi basé sur le comportement général d'un utilisateur. Un utilisateur qui n'utilise jamais Copilote pour avoir du référencement de la donnée sensible et qui d'un coup se met à utiliser Copilote pour justement avoir de l'information très spécifique, ça va vous permettre de pouvoir rapidement l'observer et l'identifier. Dans l'exemple, par exemple, de la capture d'écran, c'est un utilisateur qui se met à demander de la donnée financière alors qu'il a un poste, par exemple, IT. Et tout ça, c'est par rapport à l'observation de son comportement général, on va être capable de justement se dire, ben là, il y a un problème, la personne a finalement fait des requêtes qui ne vont pas avec son profil d'utilisation normal et de pouvoir vous remonter rapidement l'information. Au niveau de Varonis, je vous ai présenté donc, le cas de Copilote, je vous ai présenté le cas avec Salesforce. La slide, c'est pour vous montrer finalement qu'on est capable, avec Varonis, d'auditer quelle que soit la plateforme, que ce soit dans le cloud, dans le SaaS ou sur de l'on-prem, d'être capable d'apporter toutes ces fonctionnalités-là au niveau de la donnée, c'est-à-dire la classification, la découverte de la donnée. Et la partie remédiation et alerting s'applique à quel que soit l'entrepôt de données que vous avez aujourd'hui, quelle que soit la source sur laquelle vous appuyez, et de pouvoir surveiller l'intégralité de l'activité sur la donnée, mais aussi la partie identité, réseau et l'application tierce. C'est-à-dire de pouvoir voir si vous utilisez des applications tierces avec vos services cloud, de pouvoir aussi visualiser ce que font vos utilisateurs s'ils donnent par exemple des droits à des applications de travail collaboratif, d'échange, de pouvoir voir un petit peu ce qui se fait et de pouvoir aussi avoir un risque associé à ces applications. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, j'ai encore, je crois, 1 minute. Sinon, je peux vous proposer, c'est nous retrouver au stand B4 si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté ou d'ordre général par rapport à Varonis, si vous voulez en savoir plus ou voir une démo complète de notre plateforme. Donc n'hésitez pas à venir nous voir au stand B4. Merci beaucoup, Madame Larotte, donc Société Varonis.